Alors, Gérard Mestralet, je voudrais lui donner la parole parce que Gérard Mestralet est bien entendu un de nos grands patrons français et sur lesquels il y a eu tant d'acteurs qui se sont engagés à ses côtés déjà lors de la COP 21 et depuis avec beaucoup d'efforts, beaucoup de coalitions, une vision internationale, une capacité à partir chasser, si je puis dire, en meute. Monsieur Mestralet, êtes-vous en ligne? Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur comment les patrons français, comment les entreprises françaises peuvent continuer à s'engager, à se développer grâce à cette trajectoire et à cette vision de l'accord de Paris à laquelle vous avez été vous-même extrêmement actif à ce moment-là? Bien, bonjour à tous. Merci Sylviane pour cette initiative d'abord et cette invitation. Alors effectivement, nous sommes 5 ans après l'accord de Paris et on constate qu'il reste tellement à faire. Alors, compte tenu du temps assez serré, je me concentrerai sur un seul point, le prix du carbone. Pourquoi? Vous savez, pour les scientifiques, les économistes, mais aussi pour les entreprises, le prix du carbone, c'est l'instrument naturel, logique, c'est la façon de quantifier le climat, de quantifier la lutte contre les émissions. En effet, le CO2, c'est l'ennemi. Donc, pour réduire les émissions, eh bien, il faut en augmenter le prix. Mettons un prix au carbone. Pour certains, d'ailleurs, dont le prix Nobel Jean Tirole, ça pourrait même être l'instrument unique et puissant. En effet, vous voyez bien qu'il y a une corrélation. Si le prix du carbone est zéro et qu'il n'y a aucune contrainte autre pour les pollueurs, eh bien, il ne se passera rien. Et la température de la planète va monter. Si vous mettez un prix de 1000 $ la tonne, à ce moment-là, toutes les activités émettrices sont arrêtées. Au passage, l'économie aussi s'arrête. Et donc, on se trouve entre les deux. Et entre les deux, à chaque prix du carbone correspond à un pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc aussi correspond une température qu'on ne dépassera pas à la fin du siècle. Alors ça paraît simple comme ça, seulement voilà, la réalité est plus compliquée. Si on met le même prix du carbone partout dans le monde, encore une fois, comme le souhaiteraient les économistes, les pays pauvres, notamment ceux qui consomment des hydrocarbures mais n'en produisent pas, vont s'enfoncer et on va accroître les inégalités. Et cela de façon drastique. Donc, il faut agir de façon rationnelle et intelligente. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à 2015. Je constate qu'il y a parmi vous beaucoup de fantassins, comme moi d'ailleurs, de l'accord de Paris. À l'époque, le gouvernement avait demandé de présider le Business Dialogue, qui était un groupe de 40 entreprises internationales et de 40 délégués, ministres de l'Environnement souvent. Et de ce travail qui a précédé la COP 21, on a résulté un appel extrêmement fort de tous, et notamment du monde des entreprises, pour un prix du carbone, ce qui est en quelque sorte la boussole du climat. Et ce prix du carbone a été inscrit dans l'accord final. Alors, que s'est-il passé depuis 5 ans? Alors, il se trouve que depuis 2 ans, on m'a demandé à Washington de présider le Carbon Pricing Leadership Coalition, qui a été créé juste avant la COP 21 par l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. L'objectif est simple, puisque là, nous sommes entre personnes qui pensent que le prix du carbone est le bon instrument, enfin, l'instrument principal. Donc l'objectif, au fond, de cette coalition est simple, c'est étendre les zones où il y a un prix du carbone, et là où il existe, augmenter ce prix pour préparer ensuite une convergence internationale. Alors, quelles sont les zones où il y a un prix du carbone et celles où il n'y en a pas encore? Alors, vous savez, l'Europe a été pionnière depuis Kyoto avec le système des Européens du Cap and Trade, des ETS, mais qui est concentré sur l'industrie lourde et l'énergie.
et le marché avait été assez chaotique. Il est parti à 20 euros, puis tombé à 2 au moment de la crise de 2009, remonté à 30, et maintenant, avec la pandémie, il est autour de 15. Il va monter. Puis, il y a la Chine. Alors la Chine a commencé avec 7 grandes villes, des marchés expérimentaux du carbone, les plus grandes villes de Chine. Et après cette expérimentation, c'est assez concentré sur l'énergie. Néanmoins, c'est évidemment le plus gros marché du carbone au monde. Puis il y avait quelques pays qui s'étaient lancés, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, le Mexique, le Canada. Et moi, en tant que président du CPLC, mon effort a visé à travailler sur les zones blanches, il n'y avait rien, l'Afrique et le Moyen-Orient. En Afrique, on a pu, à l'occasion de la CP qui s'est tenue en Pologne, avec des ministres africains, créer le Carbon Pricing of Africa. C'était très bien. Et pour le Moyen-Orient, des pays comme Dubaï, Abu Dhabi, Qatar sont très réceptifs à ces idées. Mais ma grande satisfaction, ça a été quand, en Arabie Saoudite, le ministre de l'Énergie, d'ailleurs président de l'OPEP, le prince Abdulaziz bin Salman, a annoncé qu'il mettait à l'étude une taxe carbone pour l'Arabie Saoudite. Alors, tout ça, The Trend était finalement assez positif, qui était évidemment freiné par l'administration Trump aux États-Unis. Et donc là, nous sommes à quelques jours d'une nouvelle administration, avec l'élection de Joe Biden. C'est quand même un formidable élément d'espoir, non seulement parce que les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris, un message extrêmement fort et positif, mais il est très fortement question que les États-Unis établissent une taxe carbone. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que les 3 plus grandes zones du monde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, qui représentent plus de 50% des émissions mondiales, seraient couvertes par un prix du carbone, et que ça aurait forcément un effet d'entraînement sur beaucoup d'autres. Ce qui veut dire aussi que le prix du carbone va forcément monter. Il va forcément monter. Et donc, pour les entreprises, je terminerai par là, moi, je les encourage à adapter un prix du carbone interne. Alors, parfois, elles peuvent être déjà soumises par leurs activités, si elles sont dans l'énergie, par exemple, à un prix du carbone, mais ce n'est pas le cas de toutes, il s'en faut encore de beaucoup. Mais certaines ont décidé de faire comme si elles payaient un prix du carbone sur leurs émissions. Et moi, je les encourage, parce que quand il s'agit de faire des investissements, je crois, une chaudière, des voitures, des camions ou des systèmes énergétiques appelés à durer 10 à 20 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, elles seront amenées à payer une taxe ou un prix sur ces émissions de carbone. Et donc, ne faites pas de mauvais choix d'investissement. Intégrez, au moment où vous avez des choix à faire, un prix du carbone interne avec un prix qui va monter dans vos calculs, de façon à vous protéger. C'est la meilleure façon de faire de bons investissements aujourd'hui, parce que le prix du carbone va monter. Voilà, donc je vous incite à adopter un prix du carbone interne. Voilà, merci beaucoup. Ah, c'est nous qui vous remercions infiniment, Monsieur Mestralet. Nous étions très heureux de pouvoir bénéficier de vos conseils. Ces conseils pour l'instant présent, ce prix du carbone, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, beaucoup d'entreprises l'appel de leurs vœux, souhaitent le mettre en place, et on sait ô combien cette action, souvent votre vision, a permis à bien d'autres ensuite de partir et d'être entraînés pour agir. Parmi les acteurs qui comptent, non seulement des grandes entreprises comme celles que vous venez d'entendre, et aussi des acteurs qui sont peut-être dans des domaines un peu plus nouveaux,